Allez, on plonge aujourd'hui dans le chapitre 6 de La boîte à merveilles. Et croyez-moi, c'est un chapitre qui pétille de vie. Ahmed Sefrioui nous emmène au cœur des préparatifs de l'Achoura, une fête qui va littéralement transformer le quotidien du jeune narrateur. C'est parti, découvrons ça ensemble. Dès les premières pages de ce chapitre, on sent une véritable électricité dans l'air. L'Achoura approche, et ce n'est pas juste une fête parmi d'autres, non, c'est un événement majeur qui met toute la communauté en effervescence. L'excitation est partout, elle est palpable, que ce soit dans les ruelles du marché ou entre les murs de la maison. Le premier grand décor de ces préparatifs, c'est l'Omcide, l'école coranique. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image d'un lieu calme et studieux. Pour l'Achoura, l'Omcide doit briller de mille feux, et son grand nettoyage se transforme en une sorte d'affaire collective. Un chaos, mais un chaos absolument magnifique. Ce qui se passe ici, c'est bien plus qu'un simple ménage de printemps. C'est un véritable rituel. Il faut imaginer la scène. Tous les enfants, armés de balais, qui s'éclaboussent de chaud dans un bruit pas possible. Tout ça sous l'œil du fki. Le travail devient un jeu, et la corvée se transforme en fête. C'est vraiment dans ce désordre organisé que le sentiment d'appartenir à un groupe se renforce. Et là, au milieu de toute cette agitation, il se passe un moment clé. Une petite dispute éclate pour une balayette, et le fiki intervient. On pourrait s'attendre à une punition, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Il fait tout le contraire. Il donne une promotion au narrateur en le nommant chef des frotteurs. Ce n'est pas juste un titre, c'est une vraie reconnaissance, une responsabilité qui le remplit d'une fierté immense. Voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est peut-être la première fois que le petit garçon ressent une fierté aussi forte. Une fierté qui ne vient pas d'un rêve ou de son imagination, mais d'un travail bien fait, d'un statut qui est reconnu par les autres et par son maître. Une journée épuisante, oui, mais une journée absolument fondatrice pour lui. Après l'effort collectif, place à la récompense personnelle. La fierté qu'il a gagnée Omcide est très vite suivie d'une belle surprise. Il part avec sa mère à la Kissaria, le grand marché des tissus, pour une mission de la plus haute importance, la quête des habits neufs pour la fête. L'excitation est à son comble. Et voici la liste de rêves pour l'Achoura. Chaque vêtement est une promesse de joie. La fameuse chemise de qualité, poisson, ce gilet rouge qu'il désire tant. Pour un enfant, ces habits neufs, ce n'est pas juste du tissu, c'est le symbole même de la fête, du renouveau, de la célébration à venir. La Kissaria est décrite comme une sorte de caverne d'Ali Baba. Ce n'est pas un simple marché, c'est tout un univers pour les sens. Les couleurs vives des tissus, le son des négociations, ce fameux gazouillis des femmes. Et puis, il y a cette courtoisie presque théâtrale des marchands, qui déploient leurs trésors avec une patience infinie. Ah, cette scène de marchandage, c'est un petit chef-d'œuvre. La mécanique est fascinante. Il y a l'offre, la contre-offre, le faux départ de la mer, une tactique de pro. Mais le vrai tournant, c'est la flatterie du marchand. En l'appelant Shérifa, il touche son orgueil et elle finit par céder un tout petit peu, tout en remportant une belle victoire. C'est bien plus qu'un simple achat, c'est un véritable rituel social. Et là, le chapitre perd un changement de perspective super intéressant. Après avoir été l'acteur de sa propre histoire, le narrateur devient spectateur, ou plutôt auditeur. Il se met à écouter les histoires des adultes, ces récits qui créent du lien social et qui lui ouvrent les yeux sur la complexité du monde qui l'entoure. En fait, Sefrioui utilise ici une technique narrative qu'on appelle la polyphonie. L'idée est simple, l'histoire principale est enrichie et parfois même mise en pause par les récits d'autres personnages. C'est un peu comme si on écoutait les conversations de tout le voisinage en même temps, ce qui donne une profondeur et une authenticité incroyables au roman. L'exemple parfait de cette polyphonie nous est donné par Rama, la voisine. C'est elle qui prend la parole pour raconter une anecdote qu'elle tient elle-même d'une autre personne. Une histoire vraiment hilarante à propos du vieux Si Othman et de sa très très jeune épouse, Lala Radija. À ce moment-là, le narrateur s'efface et on tend l'oreille à la voix de Rama. Alors là, la journée de Siotman, c'est une vraie cascade de catastrophes comiques. D'abord, il se fait chasser par le boucher. Juste après, un chien lui pique sa babouche et il doit se lancer dans une course-poursuite. Quand il revient enfin au marché, tout est fermé. En désespoir de cause, il achète une rose. Un geste romantique, se dit-il, pour calmer sa femme. On se doute que ça ne va pas s'arrêter là. Et voici la chute. Le cadeau censé ramener la paix se transforme en fiasco total. Sa femme, folle de rage, jette d'abord la rose par la porte, puis son turban, et pour finir, Si Othman lui-même. La scène, racontée par Rama, fait mourir de rire tout le quartier, et nous montre, au passage, les coulisses assez drôles de la vie des adultes.
Mais le point le plus important, c'est l'impact que cette histoire a sur l'enfant. Ce n'est pas juste un ragot de quartier pour lui. Non, ce récit le fascine tellement qu'il en rêve la nuit. À travers cette anecdote, il découvre que le monde des adultes a ses propres logiques, parfois complètement absurdes. Il apprend que le monde, il se raconte aussi à travers les voix des autres. Finalement, ce chapitre est bien plus qu'une simple description des préparatifs d'une fête. Il mélange l'histoire personnelle, intime, et l'histoire collective. On y voit un enfant qui construit son identité à travers le travail, la récompense, mais aussi à travers les histoires qu'il entend. Ça nous montre comment une communauté se raconte, se construit et se soude. Et tout ça, ça nous amène à des questions assez fondamentales. Comment est-ce que les rituels et les traditions nous façonnent? Quelle est la place de chacun à l'intérieur d'un groupe? L'histoire du narrateur, si fier d'être chef des frotteurs, et celle de Siosman, ce héros malheureux d'un potin de quartier, nous montrent deux facettes d'une même réalité. C'est vraiment là-dessus que le roman nous invite à réfléchir.